En Géorgie, les trains vous emmènent des montagnes du Caucase jusqu'à la mer Noire. Dans des villages hérissés de tours étranges et au cœur de cités mystérieuses. Ici, on peut encore entendre de vrais Roméo qui chantent pour leur Juliette. Et rencontrer des vignerons qui pressent à pieds nus. En Géorgie, vous avez le choix. Les trains plutôt remuants. Sinon, il y a des trains où il vaut mieux parler à voix basse. Alors, pour découvrir des spécialités épicées, des petites églises perdues, et pour réapprendre à lire, Et ça, c'est la lettre B. Le train, c'est pas mal. Pour moi, la Géorgie, c'était un peu flou. Je savais que c'était un pays de l'ex-URSS, que je situais donc très à l'est et plutôt au sud. En regardant la carte, je découvre un petit pays pas si éloigné que ça de l'Iran et situé entre la Russie, la Turquie et l'Arménie. Ce pays doit être un incroyable brassage de cultures. Et côté train, en se baladant tout au fond des vertes vallées, on peut tomber sur quelques pépites. Mon premier train, pas comme les autres, n'est pas à la gare, mais à la rivière. Alors ça, ça a l'air pas mal. On dirait que c'est un wagon de chemin de fer qui fait pont. J'adore. Ah oui. Si c'est un pont, il ne doit pas servir beaucoup. On voit bien la rivière. Hein. Il y a une ambiance. Il y a des gens là-bas. Je vais aller leur demander. Oh, c'est bien rouillé, hein. C'est magnifique, non? Eh oh! Bonjour! Kamarjoba! Bonjour. Bonjour. Il est dingue ce pont là, il est là depuis longtemps? Oui, ça fait 20 ans environ. Il a été posé ici parce que quelqu'un voulait le transformer en restaurant. Un restaurant pour les gens de passage, le long de la route, parce qu'il n'y avait rien autour. Mais aujourd'hui, ce wagon est à l'abandon. J'adore ces histoires. Donc il n'y avait pas de restaurant dans le coin, et ils se sont dit on va faire un restaurant dans un wagon au-dessus de la rivière. Et c'était pas l'idée la plus simple. Je pense que c'était compliqué de construire un bâtiment tout en béton ici, au bord de la rivière. Donc c'était une bien meilleure idée de poser un vieux wagon ici, sur la rivière, pour en faire un restaurant avec vue. Et on peut le traverser ou pas? Parce que ça a l'air un peu quand même en sale état. Il est bien usé, mais oui. Aujourd'hui, certains s'en servent comme pont et le traversent à pied. Mais nous, on ne le fait pas. Et moi, vous pensez que je peux passer? Ça craint pas trop? Non, ça craint pas trop. Je peux vous montrer si vous voulez. Ok. Voilà. Ouais, mais faites attention, ne marchez pas n'importe où, ça peut casser. Ok. Donc j'y vais là? Ouais, mais faut s'accrocher, Ah oui, il faut se tenir aux fenêtres. c'est ça. Allez-y, moi je m'arrête là. Merci. Madlova. Soyez prudents, bon voyage. Je suis pas super rassuré, mais je suis parti. Ça va?
Salut. Bon, là, il y a un passage graveleux. C'est ça. Hop. Hop. Et voilà. J'aime bien ce wagon. Ce tout premier train, sans bouger, immobile depuis 20 ans, m'emmène tout de suite très très loin. Au nord du pays, c'est le Grand Caucase. Les montagnes de la Svaneti grimpent à plus de 5000 mètres. Des pics enneigés, des gorges vertigineuses et d'étranges villages médiévaux. Ils sont comme hérissés de drôles de tours. De grandes tours en pierre qui datent du XIIe siècle, dont je me demande bien à quoi elles peuvent servir. En me baladant dans les ruelles, j'ai l'impression qu'ici, le temps s'est arrêté. Ah, il y a du monde là-bas. Bonjour. Kamar Joba. Bonjour. Bonjour messieurs. Vous allez où comme ça? On va essayer de devenir riche. Ah bon? Vous allez essayer d'être riche avec ça, ce matériel? Oui, riche. Et ce sera grâce à cette peau de mouton. Ici, la peau de mouton, c'est un secret millénaire pour devenir riche. Un secret qui permet de devenir riche avec une peau de mouton et qui est millénaire. D'accord. Bon. Ça fait envie. T'as l'air d'être un type bien. Alors, si t'as le temps, tu viens avec nous et tu comprendras. Ok. J'aime beaucoup ces tours-là qu'on voit partout. Il y en a des dizaines et des dizaines hein, partout. Ces tours sont des tours défensives qui datent du XIIe siècle. Elles étaient construites attenantes aux maisons et donc, quand on voyait arriver des ennemis, les familles se réfugiaient en haut des tours. C'était de véritables forteresses et les habitants à l'intérieur étaient en totale sécurité. Mais alors, pourquoi, ici, dans cette région, chacun construit sa forteresse, alors que dans beaucoup d'endroits dans le monde, on construisait une grosse forteresse pour le village et tout le monde allait se réfugier dedans? Pourquoi ici, c'était chacun pour soi? Parce qu'on est plus intelligent que les autres. Quand t'as qu'une seule forteresse, c'est très facile de l'attaquer. Alors que quand t'as construit plusieurs petites tours disséminées un peu partout dans la montagne, pour tes ennemis, c'est plus difficile. Ah, ok. Oui, c'est pas bête. Ah oui, c'est pas bête. Tu sais, moi je dis que les habitants de la Svaneti sont 3 fois plus intelligents que les autres. Bon, vous êtes 3 fois plus intelligent que les autres, et en plus, vous savez devenir riche avec une peau de mouton. C'est pas mal de vous avoir comme ami, hein? Ah ouais, t'as raison. Et quand tu vas voir comment je deviens riche avec cette peau, tu verras que je suis plus intelligent que toi. Ah, c'est beau ici. C'est la rivière Ngouri. Fais attention. Ok. Ici, ça glisse. Tiens, essaye ça, c'est bon. C'est surtout bon contre le mal de dos. Je crois que quand j'étais petit, on appelait ça des gratte-cul. Mais je sais pas pourquoi. Oui, gratte-cul. Non, ça vous parle pas. Mais je crois que c'est ça. Hein? Ici, la nature vous offre tout ce qu'il faut pour manger, pour se soigner, pour survivre. Ah oui? Eh ben, t'as remarqué, en marchant, on a trouvé tout ce qu'il nous faut. Et si on chasse, on aura aussi la viande. Bref, la nature est notre mère nourricière. Et il y a aussi ces petites baies. Goûte. Si tu les manges, tu n'attraperas jamais froid. Ah, mais... Ah! C'est acide. Ah, non, mais... Comment vous faites pour manger ça? C'est très acide. C'est vrai que c'est meilleur si on le cuisine avec des patates ou en sauce.
Donc normalement, ça se mange pas comme ça, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Ah bah ils sont gaves, regardez-moi ça, Attends. Mais c'est acide et tout, ça pique et tout. Comment vous faites? Vous avez une bouche spéciale? Vu mon gabarit, il faut que je mange. Bon. En fait, on n'est pas riche avec ce qu'on va faire, on est riche avec ce qu'on trouve tout le long, non? Ah non, ce qui va nous faire devenir vraiment riches, c'est cette rivière. La rivière dorée. En tout cas, pour l'instant, la rivière a l'air plus grise que riche. T'inquiète pas, elle est bien riche. On dirait un rite de magie noire. C'est de la magie noire? Non, c'est pas de la magie noire. C'est plutôt de la magie dorée. Et pourquoi de la magie dorée? Eh ben parce que si on est là, c'est pour trouver de l'or. De l'or? Avec une peau de mouton? Oui, parce que cette rivière est chargée de pépites d'or. Et avec le courant, les petits bouts d'or vont être attrapés par les poils de la peau de mouton. Et après l'avoir immergée, on la fera sécher, et en la secouant, on récupérera les paillettes. Ah bon? Il suffit comme ça de mettre une peau de mouton, on attend et on attrape de l'or. Oui, c'est un peu une méthode de feignant, mais ça marche. Il suffit de mettre la peau dans l'eau, et vous, pendant que vous vous reposez, l'or est tranquillement attrapé par les poils. C'est incroyable cette méthode. J'en reviens pas parce que j'ai jamais vu ça. Et combien de temps faut laisser la peau dans l'eau pour qu'elle attrape de l'or? Un jour et une nuit minimum. Mais parfois, c'est quand même mieux d'attendre 3 jours ou plus, même une semaine. C'est bien. Donc ça veut dire que là, sous nos yeux, coulent des kilos d'or. Non mais ça me paraît fou. Oui, ça coule du haut des montagnes et jusqu'à la mer Noire. Mais nous, on est sur le chemin de la rivière et on attrape un peu d'or pour nous. Et ça, c'est grâce à toutes les peaux qu'on a déposées dans la rivière. Ok. Non mais celle-là, elle trempe depuis combien de temps celle-là? On l'a mise ici hier. La rivière était plus haute. Il y avait plus de débit. Et aujourd'hui, on va récolter l'or. Mais je ne vois pas d'or. Ah si, il y en a, c'est sûr. Il est bien au fond, au niveau des poils. Ouais, mais moi j'ai envie d'écarter les poils pour voir l'or. On peut le voir là? Mais je vois rien. C'est normal que tu ne vois rien et que tu ne sentes rien. Il faut faire sécher la peau, et une fois qu'elle sera bien sèche, bien la nettoyer. Et on pourra récupérer les éventuelles petites paillettes d'or accrochées à la base des poils. J'ai l'impression que vous faites très attention, hein? Bien sûr qu'il faut faire attention. Il peut y avoir beaucoup de pépites ou pas. Alors il ne faudrait pas les perdre. Et puis tu sais, s'il y en a, en général, ce sont vraiment de tout petits morceaux. Philippe, viens voir, je l'ai trouvé dans les pierres. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Qu'est-ce qu'il y a? Penche-toi, regarde, il y a des petites pépites. Oh, de l'or! Il y a de l'or. Ah là là! Ah oui, là aussi. Mais en fait, il y a de l'or partout dans cette rivière. Elle est gorgée, puis il y en a partout. Mais alors, c'est dingue parce que s'il y a de l'or partout comme ça, il suffit de se baisser pour en ramasser et tout le monde va venir ici. Vous allez être envahi. Non, tout le monde ne viendra pas parce que cette partie appartient à notre famille depuis des générations. Et il n'y a que nous qui avons le droit de chercher de l'or ici. Notre grand-mère venait ici tous les matins en chercher. Ah, c'est dingue ça. Elle venait chercher de l'or après le petit déjeuner. Et alors donc du coup, vous êtes très riche dans la famille? Ah non, c'était un tout petit peu d'or. C'était juste suffisant pour les besoins de la famille. Ah ok. Et ça cherche de tous les côtés. La soif de l'or, c'est international ça. Les cailloux et les rochers sont observés, scrutés, passés au peigne fin. Le temps ne compte plus. La soif de l'or fait son œuvre. Et je découvre la deuxième technique. Il s'agit d'extraire du sable et des alluvions et de les faire passer sur une peau de mouton qui sert de filtre. Allez, boss, et aide-nous à trier les cailloux. Il faut enlever les plus gros. Moi, je préférais l'autre méthode qui est quand même plus paresseuse.
Moi, je préfère celle-là, parce qu'elle est bien plus rapide pour avoir de l'or. Et surtout en bien plus grande quantité. Et tout l'or qui est dans la rivière, quand vous le récupérez, il est à vous légalement. Tant que tu utilises tes mains et tes muscles, ou la peau de bête, l'or est à toi. Mais si tu viens chercher de l'or avec des machines ou des engins mécaniques, alors là, c'est interdit. Si on me voit venir ici avec un gros tracteur pour récupérer les cailloux, je finirai en prison. Regarde, regarde. Oh, Quoi? What? Qu'est-ce qui se passe? What's happening? là, regarde. Il y a de l'or. Il y a de l'or? Oui. Où ça? Ah oui, il y a des petites paillettes qui passent. C'est incroyable la quantité d'or qui passe ici. Ils sont excités comme des puces. Ah oui, on est content. Ah oui, il y a plein d'or. Il y en a plein. Plein de paillettes. Cette rivière est incroyable. Oh, mais elle est grosse celle-là. Regarde. Grâce à toi, on est chanceux aujourd'hui. Philippe, t'as vu ce qu'on a réussi à attraper en 1 heure? C'est étonnant le plaisir que c'est de trouver de l'or. Pour nous, c'est comme quand on joue à la loterie. Chercher de l'or, ça nous procure une sorte d'adrénaline. On ne sait jamais si on va gagner, mais on espère toujours la grosse pépite. Si vous trouviez une pépite fabuleuse, si vous deveniez millionnaire, qu'est-ce que vous feriez avec l'argent? Moi, je le donnerais à ma famille pour améliorer notre quotidien. Moi, je réfléchirais à une technique qui me permettrait d'attraper encore plus d'or et d'éviter que ça parte dans la mer Noire. Ça me permettrait de gagner encore plus. Et d'1 million gagné, j'en ferais 2. Ça, c'est l'homme d'affaires du groupe, ça. Je t'avais dit que je suis 3 fois plus intelligent. Bravo, chef. Certains prétendent que le mythe de la toison d'or serait né ici, quelque part autour de ces rivières fabuleuses. Je décide de suivre la rivière dorée qui se jette dans la mer Noire et une mer Noire qui sait se parer de bleu pour attirer les flâneurs de toute la Géorgie. La station balnéaire la plus en vue, c'est Batoumi. Dans la gare de Batoumi, un train flambant neuf, moderne, qui relie la ville à la capitale Tbilissi. Dans ce train, ce n'est pas la vitesse qui compte, mais le confort. C'est marrant, ça, on dirait le Garmajoba. Bonjour. C'est le bar. Oui, c'est bien là. Et alors c'est un petit peu... Pourquoi vous êtes par terre comme ça Vous voyez, on n'a pas beaucoup de place, mais tout est là. Ah ok, d'accord. Ben, c'est marrant. Et alors ça marche bien? Qu'est-ce que les gens achètent? Ces cookies sont très populaires. C'est un petit gâteau avec des raisins. Et souvent, les voyageurs aiment bien ça avec un petit café. Je peux goûter? Je peux vous en prendre un avec un petit café? Bien sûr. Merci. Comment on dit merci en géorgien? Madeloba. Alors moi ce que j'aime bien dans votre petit bar, c'est qu'il y a des livres ici tout autour. On peut prendre un bouquin et voilà, venir feuilleter tout en buvant un café. C'est une sorte de café littéraire en fait. Pour promouvoir la lecture, la compagnie a décidé d'installer des présentoirs à livres dans chaque voiture. C'est une sorte de bibliothèque sur rail. Et ça va pas seulement avec le café. Tous les voyageurs peuvent emprunter un livre. C'est très populaire. Ah ok, donc on doit les rendre à la fin. Ah oui, bien sûr, il faut les rendre. Ok. Madeloba. Très bien. Bon voyage. Merci beaucoup.
quelqu'un qui lit. Gamar Jaoba. Bonjour. Et vous avez pris le livre dans la bibliothèque du train? Oui, un polar. Un policier? Mais alors, il faut que vous vous dépêchiez de lire avant de devoir sortir du train, parce qu'il faut les rendre à la fin. Eh bien, j'essaye de lire aussi vite que roule ce train. Et j'espère bien connaître la fin avant le terminus. Alors, ce qui est étonnant, c'est l'écriture, les lettres. Parce que visiblement, c'est pas du cyrillique, comme on trouve en Russie, et ça ressemble un peu à l'écriture indienne. En fait, oui, ça y ressemble un peu. Mais cette écriture est unique. C'est aussi unique que nous le sommes, nous les Géorgiens. C'est notre langue, c'est du géorgien. Et c'est un des tout premiers alphabets du monde. C'est très, très ancien. Ah bon? Et alors, vous pouvez me montrer, par exemple, un A? Comment on fait un A en géorgien? A? C'est celle-là. La deuxième lettre, là? Oui, la deuxième. Ah, dis donc, ça ressemble pas du tout à notre écriture. Et le B, je peux voir le B? C'est la troisième, ici. C'est très mystérieux. Et cet alphabet-là, on ne le trouve qu'en Géorgie, pas nulle part ailleurs? Oui, cette langue est assez complexe. Et elle n'est parlée et écrite que par les Géorgiens. Bah, dis donc. Et alors, vous êtes très fort parce que vous êtes capable de lire l'alphabet géorgien. Et là, je vois que c'est affiché en alphabet latin. Donc, tout le monde sait lire les deux. Oui, presque tous les Géorgiens connaissent les deux alphabets. Mais à une époque, quand on faisait partie de l'URSS, on connaissait le russe en plus du géorgien. Mais aujourd'hui, le russe a été remplacé par l'anglais. Ah oui, parce qu'à l'époque des soviétiques, évidemment, il fallait apprendre le cyrillique oui, pour le côté russe. Mais du coup, aujourd'hui, il y a sans doute des gens qui sont capables de lire les trois. Le géorgien, le cyrillique et le latin. En général, les Géorgiens parlent beaucoup de langues, pas seulement l'anglais ou le russe. Je pense qu'on a un goût particulier pour les langues étrangères. Merci beaucoup, Matlova. Merci beaucoup. Oh, magnifique. Merci, bon voyage. Et bonne lecture. « 5 heures de voyage, les 330 kilomètres se dévorent comme un bon livre. Terminus du train à Tbilissi, la capitale de la Géorgie. J'étais très impatient de découvrir cette ville un peu mystérieuse. En fait, Tbilissi a un charme bien à elle. Déjà, Tbili, ça veut dire chaud. Chaud pour le climat, mais aussi chaud pour les sources chaudes qui irriguent les bains publics de la ville. Tbilissi est à la croisée des routes qui relient l'Europe à l'Asie, le Sud au Nord. Elle est donc le fruit d'une histoire extrêmement riche, d'influences de toutes sortes, russes, perses, occidentales, orientales. Ce que l'on sent tout de suite, c'est que cette ville se réinvente sans cesse. Ici, la mode gagne aussi les hommes. La barbe traditionnelle devient branchée. J'ai rendez-vous chez un barbier tendance de Tbilissi. Ça a l'air d'être là. Gamar Jaoba, bonjour. Bonjour. Vous êtes Bidzina? C'est vous? Oui, c'est bien moi. Ça va? Ça se passe bien? Oui, ça va, mais je me sens un peu nerveux. J'ai remarqué que les Géorgiens sont très attentifs à leur barbe dans la rue. Peut-être plus que les autres. Je me trompe ou pas? C'est très à la mode. Et je pense que ça reflète, d'une certaine manière, notre identité d'homme géorgien. Mais pourquoi vous dites que ça relève de l'identité géorgienne? Parce que en Géorgie, si on n'a pas de barbe, ça a quelque chose avec la virilité ou quelque chose comme ça? Nous devons affirmer notre masculinité. Et dans notre culture, porter une barbe, c'est considéré comme viril. Et donc si on n'a pas de barbe, on n'est pas vraiment viril? Je n'irai pas jusque-là. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, porter une barbe, c'est quand même très masculin. Ça se fait. Ok. Alors vous aviez décidé de vous faire beau aujourd'hui. Mais pourquoi? Il y a une raison particulière aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, c'est un jour un peu unique. Donc je fais attention à ce que tout soit parfait. Parce que ce jour peut changer ma vie. Ah bon? Et ça a l'air vraiment très important. Assez important, oui.
Parce que ce soir, je me prête à demander ma copine en mariage, pour qu'elle devienne ma femme. Ah oui, non, mais c'est plus qu'important, c'est un tournant. Oui, ce soir, c'est le grand soir. Et mes amis vont me rejoindre juste après, et on va y aller tous ensemble. D'ailleurs, si vous voulez, vous êtes le bienvenu. Ah ok, c'est-à-dire que vous allez demander la main de votre fiancé, mais avec des amis. Ah oui, bon. Ok, je sais pas, moi je l'aurais fait tout seul, mais... D'accord, je veux bien venir avec vous. Oui, en Géorgie, c'est comme ça qu'on fait. C'est un moment qu'on partage entre amis. Bon, ok. Donc je vous attends. Oui. Allez, on y va. Merci pour la barbe. Bonne chance. Merci. Madloba. À bientôt. Salut. Salut les gars. Ça va? Ça va et toi? Alors, t'es prêt? Je vous présente Philippe. Il va nous accompagner. Bonjour. 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 Est-ce que vous le trouvez suffisamment impeccable pour faire une demande en mariage? Oui, il est bien. Ah, mais le plus important, c'est que elle l'aime. J'espère qu'elle est certaine de l'aimer. Sinon, on n'a rien à faire là. Me voilà donc embarqué dans les rues de Tbilissi, dans la joie et la bonne humeur, direction le domicile de la copine du Roméo d'un soir. Voilà. On approche. Son immeuble est ici. La tradition en Géorgie veut qu'on fasse la demande en mariage en bas de chez la fiancée. On lui chante alors une chanson, une sérénade. Mes amis vont donc m'aider avec la guitare et on va tous chanter pour elle. Et si elle sort sur son balcon et qu'elle descend me rejoindre, alors c'est plutôt bon signe. Et ça voudra dire qu'elle accepte ma demande. En revanche, si elle ne descend pas, eh bien, j'ai pas très envie d'en parler. On va éviter d'épiloguer. C'est très romantique. Et il y a vraiment beaucoup de Géorgiens qui font ça. Leur déclaration d'amour sous un balcon comme ça. Tout le monde ne le fait pas comme ça. Mais en général, les hommes aiment bien impressionner leurs copines et mettre les formes. On sait que c'est un moment qu'elles apprécient et que nous n'oublierons jamais. Comment est-ce que vous savez qu'elle est là et qu'elle va entendre? Parce qu'il faut calculer son coût quand même. Bien sûr, je sais qu'elle est là et qu'on peut faire la sérénade puisque j'ai mis ses amis dans la confidence et elles sont avec elle. Je pense qu'on est suffisamment de garçons pour donner de la voix et qu'elles nous entendent. Ah, c'est super, je trouve ça super sympa. Allez les gars, on se prépare. Honnêtement, là, maintenant, vous avez le trac, vous vous demandez si elle va accepter votre proposition ou elle peut encore refuser. C'est vrai que je commence à avoir un petit doute. On ne sait jamais vraiment. Mais ce petit doute rend aussi ce moment encore plus beau. Je vous souhaite de tout mon cœur que ça marche parce que c'est trop mignon, là. Je crois qu'on est prêt. C'est le moment. Il va falloir donner de la voix. Alors, attendez. Parce que le moment est important, il ne faut pas se rater. Donc la règle, c'est si elle sort pour écouter la musique et qu'elle descend, ça veut dire que c'est oui. Et si elle sort et qu'elle descend pas, c'est que c'est non, c'est ça? Disons que c'est pas une règle gravée dans le marbre. Mais oui, c'est bien comme ça que ça marche. C'est la coutume. J'avoue que j'espère qu'elle descendra. Sinon... La voilà.
avis, la façon dont elle est rentrée en courant dans l'appart, c'est qu'elle doit descendre. Je pense aussi. Il faut regarder la porte. Ah, la voilà, la voilà, la voilà, la voilà, la voilà. Bravo. დიდი ხანია მზად ვიყავი და მინდა რომ დღეს აი ეს დღე იყოს ის მნიშვნელოვანი დღე და გთხოვო რომ მთელი ცხოვრება ჩემთან გაატარო. C'est adorable, franchement. Bonjour. Je pense qu'elle est d'accord. Hein. Bonjour. Gamarjoba. Mais oui, évidemment que je suis d'accord. Je suis trop touchée. Je ne m'y attendais tellement pas. Ah, il y a un feu d'artifice. Incroyable, il y a le feu d'artifice. C'est mes potes. En Géorgie, on tire un feu d'artifice pour chaque fête. C'est super. Bravo mon pote, félicitations. Allez, beaucoup de bonheur à vous deux. Et vous savez qu'il nous a quand même dit que, bon, il était quasi sûr que vous alliez dire oui, mais qu'il y avait quand même un tout petit doute. J'étais sûre à 100%, et je le suis toujours d'ailleurs. J'ai vraiment envie de passer ma vie avec lui. Eh ben, vous êtes adorable. Franchement, félicitations. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. Et n'oublions pas que vous avez en plus, et c'est très important dans la vie, des amis fabuleux qui vous ont aidé à ce petit moment, qui ont tiré le feu d'artifice. Et ils sont super, vos amis aussi. Ils sont géniaux. Bravo les amis. Bravo les amis, vous êtes super. Bravo. Et le feu d'artifice, fantastique. Hein. Je souhaite aux amoureux une longue vie d'amour. Et je me faufile dans la nuit en direction de la gare de Tbilissi. Toutes les nuits partent d'ici des trains qui traversent tout le pays. Gamarjova. J'aime bien l'ambiance des trains de nuit parce qu'il y a toujours cette espèce de calme comme ça, de silence, mais on sent qu'il va se passer quelque chose là. Gamarjova. Bonjour. C'est là 10 Oui, c'est bien votre voiture. Maglava. C'est déjà très calme. Une ambiance de grand dortoir, voilà, sans fioritures. En fait, ça, c'est un train de l'époque soviétique, mais qui a été modernisé. Mais il est resté dans son style. Efficace. Pratique. Solide. Là, je peux m'asseoir là? C'est libre? Si vous voulez. Bonsoir. Et c'est assez étonnant, je trouve que l'ambiance est très très calme dans ce train. Les gens parlent à voix basse comme ça. Je m'attendais pas à ça en fait. Oui, c'est un train de nuit. Les gens sont fatigués. Et comme ils veulent être en forme le lendemain matin, ils dorment et se reposent. Mais en regardant votre ticket, je vois que vous êtes sur la banquette de madame, votre voisine. Chaque banquette est pour une personne. Ce n'est pas votre place ici. Mais donc alors moi je vous occupe votre place là alors. Je vous empêche de dormir. Vous n'êtes pas d'ici. Vous n'êtes pas censé savoir. Et puis, en tant qu'étranger, vous êtes un peu mon invité. Ah bah vous êtes sympa, mais si vous fermez pas l'œil de la nuit à côté de moi, vous allez continuer à me trouver sympa. Je pense que dans ce train, il y a de la place pour tout le monde. Alors, quand quelqu'un comme vous n'est pas à sa place, c'est pas très grave.
On partage la banquette et puis c'est tout. On va se serrer un peu. Ah bah dis donc, vous êtes adorable. Non, pour moi c'est simplement normal. Être sympa, être accueillant, ça fait partie de nous. Je crois qu'on est tous chaleureux en Géorgie, et notamment quand on reçoit un étranger comme vous. Et comment vous expliquez qu'il y ait cette hospitalité particulière en Géorgie? Pourquoi? Je pense que c'est culturel. En fait, on a été élevés comme ça. Je me souviens de mes parents qui me disaient d'accueillir un étranger comme si c'était mon meilleur ami. Ici, un invité, c'est un cadeau de Dieu. Alors tous les Géorgiens sont conscients qu'ils doivent accueillir cet invité comme quelqu'un de très important, avec beaucoup de bienveillance. Vous considérez qu'un étranger est un cadeau de Dieu? C'est très fort, ça, comme expression. Oui, parce qu'en Géorgie, on est très catholique, très religieux. Et d'ailleurs, savez-vous que lorsque l'on se dit bonjour, on dit Gamarjoba. Eh bien, littéralement, ça veut dire victoire. Ah oui, ça c'est étonnant, ça. Donc Gamarjoba, qui veut dire bonjour, ça veut dire victoire. Victoire monsieur, victoire madame. Oui, parce qu'en fait, que ce soit le matin ou le soir, lorsqu'on se salue, en plus de la victoire, on se souhaite aussi la paix et la prospérité. Parce que vous savez, la Géorgie a été un pays souvent envahi et en guerre. Alors, dans notre manière de saluer, on se souhaite paix, bonheur et victoire. Ok, ben merci beaucoup. Madloba. Merci. Madloba. Et victoire à tous. Mon voyage continue dans la nuit noire, mais je n'irai pas jusqu'au bout. Je décide de m'arrêter en route en pleine nuit, dans une petite gare sans lumière, perdue au centre de la Géorgie. J'ai un objectif en tête et je ne vais pas être déçu. Le lendemain, au lever du soleil, un paysage incroyable. Creusé dans la montagne, comme les ruines d'une ville géante. Je suis à Vardia, une ancienne place forte, une vaste cité monastique et troglodytique. À son apogée au XIIe siècle, il y eut ici jusqu'à 50 000 habitants répartis sur 13 étages. Pour l'époque, c'était tout juste gigantesque. On parle de 6 000 logements reliés par tout un système de tunnels et d'escaliers, avec au centre une église, elle aussi, creusée dans la roche. Alors lui, là, c'est le fondateur. C'est lui qui a fondé cette cité incroyable, c'est Georges III. Mais la personne qui me paraît la plus intéressante, c'est celle qui est à côté de lui. Regardez bien. Est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme? En fait, c'est sa fille. Elle s'appelle Tamar. Et il a tout organisé pour qu'à sa mort, elle prenne sa succession à la tête de la Géorgie. Or, on est au XIIe siècle. Et une femme qui gouverne le royaume, ça paraît complètement fou. En plus, Tamar est plutôt intelligente, assez fine diplomate, elle sait manier le pouvoir. Et donc, une femme aussi puissante, à l'époque, on ne pouvait l'appeler que roi, même si c'était une femme. Une reine, ça devait être juste l'épouse du roi. Mais là, elle gouverne, donc c'était le roi Tamar. Et toute sa vie, alors que c'était une femme, on l'a appelé le roi Tamar. Un roi qui a eu 2 époux et qui a même divorcé de son premier mari parce qu'il buvait trop et il voulait devenir roi à la place du roi, enfin de la reine. Voilà. Ça devait être une sacrée personnalité. Pas très loin de Vardia, il y a une des villes les plus célèbres de Géorgie. C'est Borjomi. Au XIXe siècle, elle fut tout simplement l'une des plus prestigieuses stations thermales de tout l'Empire russe. Pour son climat plus frais, ses paysages et les bienfaits de ses eaux. Les tsars en raffolaient. Ici, par exemple, le petit palais Romanov, aujourd'hui un peu délaissé. Et à Borjomi, on doit à la famille du tsar Nicolas II un autre trésor,
un petit train qui porte un drôle de nom, le Koukouchka. En français, ça veut dire « petit coucou ». Voilà, il y a un look quand même sur la loco. Alors ça doit être le look tchèque, qu'on connaît moins dans nos régions. Le look tchèque des années 60. Le Koukouchka, c'est comme un délicieux bonbon. 37 petits kilomètres de pur plaisir. Là, je suis quand même sur la voie qui a été construite à la demande du frère du tsar pour permettre, entre autres, à ces respectables invités de se promener en montagne, dans de beaux paysages, sans trop d'efforts. Donc, ça devrait être pas mal. Ce petit train est une bulle d'oxygène. Mais ma plus grosse surprise, je l'ai vécue un peu plus au nord. En bon français, je pensais que le pays du vin, c'était la France. Ce qu'on ignore souvent, c'est que le berceau du vin est probablement en Géorgie. On a retrouvé dans la région de vieilles jarres âgées de 8000 ans avec des traces de vin. Et oui, il y a 8000 ans, on buvait déjà du vin par ici. Et dans la campagne géorgienne, il n'est pas rare d'avoir son petit carré de vigne et de faire son vin soi-même. J'ai prévu de retrouver une famille au travail dans sa vigne. Gamarjoba, bonjour. Ça bosse? Bonjour. Ça va? Oui. On est en pleine vendange là. Comment est le raisin cette année? Cette année, c'est pas mal. On a presque fini les vendanges pour aujourd'hui. Et ce petit carré de vigne là, c'est le vôtre? C'est votre maison là? Oui. C'est notre petite vigne. Et c'est la maison de mon grand-père, vieille de 2 siècles. Et on est en train de terminer les vendanges pour aujourd'hui. Et il est où le grand-père là? Il doit être par là, en train de nous regarder bosser. Gamarjoba. Bonjour. Hello. Oh, Sainte Nino, répands ton soleil. Accueille nos amis. Prends-les sous ton aile. Oh, Sainte Nino, qu'ils soient bénis, comme toi, ma grande Sainte Nino. Et vous avez un grand-père poète? Oui, il aime bien déclamer des poésies. Tous les jours, il nous récite quelques poèmes. Oui, parce qu'il bosse beaucoup. Moi, quand j'étais jeune, personne ne m'aidait. Personne ne m'encourageait avec des poèmes. Je faisais tout seul. Le pain, le vin. Je faisais tout pour toute l'année. Donc vous bossez et lui, il vous fait des poésies pendant que vous travaillez? Oui, ça encourage à bien bosser. Est-ce que ça fait du bien aux raisins d'entendre des poèmes? Parce que je sais qu'il y en a qui ont essayé avec de la musique classique. Pour nous motiver pendant les vendanges, nous, on a surtout l'habitude de chanter des chants géorgiens. Bravo! Et c'est incroyable, il y a toujours une ambiance comme ça. Poésie, chansons dans les vignes, j'adore. Oui, les chants polyphoniques font partie de la culture géorgienne. Et que ce soit dans les vignes, les villages, en famille ou ailleurs, tout est prétexte à chanter. On a grandi comme ça. Et ce serait inimaginable de ne pas chanter nos chants traditionnels. Pour nous, ça vient du cœur. Il y a 3 choses dont on a besoin pour être heureux. Nos chants, les poèmes du grand-père et du bon vin bio. Ça me paraît pas mal comme philosophie. J'aime bien. Super.
D'ailleurs, c'est le moment d'aller presser les raisins. Ah oui, dis donc, c'est... c'est vraiment à l'ancienne, hein. Pourquoi vous mettez le raisin là-dedans? C'est le pressoir géorgien traditionnel. Nous, on continue à le faire de la même manière que mon grand-père et que nos ancêtres. On ne change pas les traditions. Ah bon, vous allez presser le... Mais comment ça marche? Vous allez presser le raisin là-dedans? C'est mon moment préféré des vendanges. Et plutôt que de vous l'expliquer, je préférerais que vous nous aidiez. On a envie de mettre les doigts dedans. On pourrait y mettre les doigts, mais nous, on préfère presser avec les pieds. Alors si ça vous dit, venez, on va les laver. C'est la tradition. Ok. Allez, faut y aller. Ah, merci. C'est l'eau de la montagne. Elle est un peu froide, mais vous devriez survivre. Ça c'est marrant. La partie la plus délicate, c'est une fois que vos pieds sont propres. Il vous faut de bons amis. Alors ça... Allez les gars, portez-moi. Le lift, l'ascenseur, le téléphérique pour pieds propres. Hop, hop. Ah, bravo. Hop, hop, hop. Ah, c'est froid. Allez, on. Et alors maintenant, l'ascenseur, vous allez y arriver parce que moi j'ai été élevé à la bonne nourriture française. T'inquiète pas, on est des gars de la montagne. On a l'habitude de porter. Ah ouais? Thank you. Ah, quelle sensation. Ah, mais c'est délicieux. Imaginez qu'on vous passe des petites boules très douces qui fondent entre les orteils et qui vous massent délicatement la plante des pieds. C'est délicieux. Moi aussi, j'adore. Mais ne vous arrêtez pas, pressez avec vos pieds. Chaud devant, chaud devant. Le vin n'attend pas. Ah, c'est génial. C'est une super sensation. Comment vous la décririez, vous? Disons que c'est agréable, mais les raisins sont quand même un peu froids. C'est comme un massage pour les pieds, mais froid. Ça c'est vrai. Et alors, il faut se masser les pieds combien de temps comme ça? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de raisins à écraser. Ça c'est artisanal, ça y a rien à dire. Alors, en plus, au bout d'un moment, il y a beaucoup de jus de raisin autour des pieds, et donc vous avez plus l'impression de pédaler dans la soupe. Et on fait pas ça souvent dans la vie, pédaler dans la soupe. Avec cette méthode, le vin est meilleur parce que le raisin est pressé naturellement, tout de suite après avoir été récolté. En revanche, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, le raisin est quand même froid, donc le jus est froid et donc vous avez les pieds gelés. Eh bien, c'est le moment de sortir. Comment on fait pour sortir? On en met partout? Bah oui, c'est comme ça. Ah ok, d'accord. Bon, je suis pas mécontent de sortir. Hein. En fait, c'est très agréable au début et à la fin, on est gelé. Le jus de raisin bien frais et pressé au pied propre s'écoule dans de grandes jarres enterrées. C'est là que le vin vieillira et c'est aussi ce qui fait la spécificité des vins géorgiens. Je me rends bien compte qu'ici, le raisin, c'est aussi un prétexte pour se retrouver en famille autour d'une bonne table. Je voudrais porter un toast à notre invité et te remercier d'avoir partagé cette journée ensoleillée avec nous.
Eh bien, santé. Gaumajos. Ah, c'est pas mal, mais c'est complètement différent de nos vins. Et ça a un goût de nature, de naturel absolu. Oui, c'est ce qui est unique dans notre vin. On ne rajoute pas de sucre, tout est naturel. On ne rajoute rien, il n'y a que le jus. Ah, mais vous aimez bien le vin géorgien, vous? Eh bien oui, parce qu'il est fait à la sueur de nos muscles. Gaumajos. Gaumajos. Et toujours Gaumajos avec modération, évidemment. Hein. En Géorgie, on raconte que lorsque le Seigneur attribua à chaque peuple son territoire, les Géorgiens n'étaient pas là. Ils étaient en train de dîner et boire du bon vin. Arrivés les derniers, ils réussirent à se faire pardonner grâce à leur chant. Le Seigneur fut immédiatement séduit, mais il ne restait plus de terre à distribuer. Alors, Dieu décida de donner aux Géorgiens la terre qu'il s'était réservée et partit habiter dans les nuages. Et c'est ainsi que les Géorgiens s'installèrent dans l'Éden terrestre.